Ce sont les derniers moments d'un long voyage qui touche à sa fin. Evelyn ne pensait pas revenir si tôt dans son pays, les Philippines. À quelques minutes de l'atterrissage, elle découvre déjà à travers la petite fenêtre du hublot ses côtes dévastées. 8 jours après le passage du typhon qui a ravagé une partie de l'archipel, elle est toujours sans nouvelles de sa famille. Elle espère retrouver son fils Leandro, sa belle-fille Lavenia et ses 3 petits-enfants, Tini, 5 ans, Khalil, 3 ans, et Kai, un bébé de 6 mois. Sur le tarmac, cela ressemble à une zone de guerre. Après avoir bouclé 11 000 km depuis Paris, Evelyn est désormais en première ligne. Dès la descente de l'avion, elle assiste aux retrouvailles d'autres familles. Son rêve à elle aussi. Sur la piste, à quelques mètres d'elle, les files d'attente de ceux qui préfèrent fuir la région en avion militaire ne cessent de s'allonger. C'est très compliqué, c'est n'importe quoi. Malgré la désorganisation, Evelyn parvient à récupérer ses bagages parmi les premiers. Elle ne s'attardera pas. Il lui reste encore 11 km à parcourir pour rejoindre sa ville natale, Palo Leyte. À Paris, nous avons rencontré Evelyn la veille de son départ. Chez elle, cloîtrée dans sa chambre de bonne depuis le passage du typhon. Impossible pour elle de rester 24 heures de plus devant son ordinateur à échanger avec son fils aîné. Tous deux impuissants dans l'attente d'un hypothétique message du jeune Leandro. Je n'ai pas de nouvelles. Lui non plus. Et c'est ça qui nous inquiète. Je ne peux pas lui dire quoi que ce soit parce que je ne sais rien. Alors elle a décidé de partir pour Tacloban, la valise pleine de médicaments grâce à toutes ses amies philippines de Paris. Elle sait que là-bas, on manque de tout. Cela fait 10 ans qu'Evelyn travaille à Paris en tant qu'aide à domicile pour personnes âgées. Le choix d'une vie loin des siens pour offrir un meilleur avenir à ses fils aux Philippines. À 49 ans, elle pensait avoir tout planifié, tout, sauf le typhon. Je n'arrive pas à bien dormir. Je n'arrête pas d'y penser. J'arrive pas à travailler ni à manger parce que je sais qu'ils ont faim. J'y vais, même si c'est dangereux. Peu importe les risques, le pire est de ne pas savoir. J'ai envie de me dire qu'ils vont bien, mais je ne vais pas vous mentir. Je dois affronter la vérité. Peut-être que c'est le moment d'affronter la réalité et de l'accepter quoi qu'il arrive. Elle sait qu'elle ne pourra compter que sur elle pour mener les recherches. Le lendemain matin, Evelyn s'apprête à rejoindre l'aéroport. Ses amis philippins ont collecté 200 € pour participer aux frais de son voyage. Tout compris, pour aller aux Philippines, ça m'a coûté 1 000 €. Et je ne gagne que le SMIC. J'ai dépensé beaucoup d'argent ce mois-ci. C'est énorme pour moi. De Paris à Hong Kong, de Hong Kong à Manille, Evelyn n'est pas revenue dans son pays depuis le mariage de son fils l'été dernier. Elle est pressée de retrouver sa terre natale, qu'elle craint de ne pas reconnaître. Elle est comme des milliers de Philippins qui sont déjà à la recherche de leurs proches. Voilà ce qu'Evelyn va bientôt découvrir. Sur cette route qui traverse le district de Tacloban, il ne reste plus rien debout.
C'est là que nous croisons Judeline. Elle a 20 ans, sans nouvelles de son père et de sa mère depuis 11 jours. Elle ne vient pas de Paris pourtant. Elle vit juste de l'autre côté de la baie. La voie vient à peine d'être déblayée. Aujourd'hui, elle a laissé ses 2 enfants pour essayer de retrouver ses parents. C'est à moto qu'elle va pouvoir entamer ses recherches. Après des jours de pénurie, l'essence est revenue à prix d'or. Est-ce que je peux venir avec vous jusqu'à San José? C'est combien le trajet? 300. 300? 300 pesos philippins, soit 5 €. C'est 3 fois le prix normal. Judeline n'a pas le choix. San José est encore loin. Il faut 1 heure pour parcourir 10 km, semés de cadavres dans des sacs noirs. Obligation de descendre de moto à maintes reprises. C'est une route craquelée. Cette jeune femme qui a grandi ici ne reconnaît plus rien. C'est grave. Il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien. Même les rues, tous les chemins sont détruits. Avant, c'était très joli ici. Maintenant, il n'y a plus que des déchets. Là-bas, c'était l'Oriental Hotel. Il est complètement détruit. C'était le plus connu. Tous les touristes y allaient. C'est tout ce qu'il reste de l'hôtel. Autrefois un complexe de luxe sur 10 hectares. 110 chambres vues sur mer. Balayé en une journée. Sous ses yeux, son quartier natal de San José. C'est terrible. Il n'y a plus de maison. San José n'est plus qu'une vaste plaine. Voilà, c'est ici qu'habite ma mère. C'est l'un des quartiers les plus touchés. Jamais elle n'aurait pu imaginer ça. Ça me donne envie de pleurer de voir ça. Je me demande si mes parents, mes frères et sœurs sont encore en vie. Judeline n'arrive pas à se repérer. Messieurs, il était où le terrain de basket? Je cherche le terrain de basket. Des minutes d'errance entre les corps. Avant de se rendre à l'évidence. Là, c'est là. C'est la maison de mes parents. C'est tout? C'est tout ce qu'il reste. De sa maison, il n'y a plus que la dalle. Les affaires de toute une famille tiennent dans cette petite boîte en bois. Oh mon Dieu. J'espère juste qu'ils sont en vie, même s'il n'y a plus de maison. Que leur est-il arrivé? Où sont-ils? Judeline devra se débrouiller seule pour les retrouver. Après 18 heures d'avion, 2 escales depuis Paris, Evelyne arrive à Tacloban. Pendant son voyage, elle a reçu un message d'un ami. Sa famille serait en vie. Un espoir fou. Ce sont les derniers kilomètres avant le terminus, la ville de Palo, les plus durs. C'est très triste. C'est un désastre. C'est la première fois que je vois mon pays dans cet état. Dans quelle situation vit son fils et sa famille? Leur maison a-t-elle résisté? La réponse à ces questions est au bout de cette rue. Elle attendait ça depuis une semaine.
serrer ses petits-enfants dans les bras. Evelyne, la grand-mère, retrouve le sourire. Toute la famille est en bonne santé. Et Kai, la petite dernière de 6 mois, elle non plus, n'a pas souffert. Leandro, lui, encore troublé, préfère rester en retrait. Je m'inquiétais pour toi. Je suis heureuse. Je retrouve ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. On va pouvoir démarrer une nouvelle vie. Une autre bonne surprise l'attend à l'extérieur. C'est Hélène, l'autre grand-mère, sa meilleure amie aussi. Elle a tenu à accueillir Evelyne. J'étais tellement inquiète ce matin-là. Je me suis dit, mon Dieu, le vent était tellement fort. C'était comme une tornade. Le vent allait d'un côté, puis soufflait de l'autre très fort. Il s'est mis à tourner comme ça, comme une tornade. La masse du cyclone s'est abattue dès les premières heures de ce vendredi 8 novembre. Des rafales de vent d'abord, d'une force inouïe. Plus de 360 km/h. Des pluies diluviennes ensuite. Et puis la mer se déchaîne. Des vagues de 5 mètres de haut. L'océan monte même les escaliers. Le piège Yann s'est refermé sur des milliers de personnes. La nuit est tombée à Palau. Une nouvelle nuit noire, privée d'électricité. Seuls les feux éclairent les rues. Evelyne et sa famille ne se risquent pas à l'extérieur bien longtemps, de peur des agressions. C'est encore un peu tôt pour rentrer à la maison, mais en ce moment, dès qu'il fait nuit, personne n'est autorisé à rester dehors, pour des raisons de sécurité. Le couvre-feu imposé par les autorités est fixé à 19 heures précises. Dans la maison, le dîner se prépare déjà. Au menu ce soir, quelques morceaux de bœuf, du riz et quelques pommes de terre. Sur ce barbecue de fortune, on fait ce qu'on peut en ce moment. Quelque part, j'ai besoin de sourire. C'est typique des Philippins. Même si nous faisons face à de gros problèmes, on garde le sourire. La famille d'Evelyne vit sur les réserves de provisions faites dès les premières alertes au typhon. De la prévoyance et de la chance aussi. Leur maison est aujourd'hui la plus grande encore debout dans le quartier. Ils ont même ouvert leurs portes à leurs plus proches voisins. Ça, c'est mon lit. Et au premier étage, c'est pour notre famille. Et ici, juste à côté, on a une autre famille. Nos voisins les plus proches. Madame Balthazar et ses 2 filles. Et pourquoi sont-ils là? Ils n'ont plus de maison. Et ils n'ont plus d'endroit pour dormir. Nous sommes là depuis plus d'1 semaine. Et peut-être que nous allons rester 2 ou 3 semaines supplémentaires. Parce qu'il n'y a personne pour réparer le toit de notre maison. Les ouvriers en ce moment ne sont pas disponibles. Vous savez, ils sont en train de réparer leur propre maison. Il faudra sans doute se serrer les coudes encore longtemps. Comme chaque jour depuis le passage du typhon, Palau se réveille au son des grues, des marteaux. C'est une vie à reconstruire sur les décombres.
Après la joie d'avoir retrouvé ses proches, Evelyne découvre une autre réalité. C'est Hélène qui lui ouvre les yeux, rue après rue. Dans ce quartier, elles avaient pour habitude de faire leurs courses. De ce côté, il y avait les poissonniers. Et de l'autre, il y avait les bouchers. Dans cette allée, il ne reste plus qu'un seul vendeur. Les rations sont maigres, un peu de viande, quelques légumes et de l'huile, vendue dans des petits sachets plastiques. Ça coûte 20 pesos. Avant le typhon, pour ce prix-là, on avait 1 litre d'huile. C'est horrible, c'est tellement cher. Mais pas moyen de négocier. Pour trouver de quoi manger, il faut sillonner les quartiers à la recherche des vendeurs ambulants, plus conciliants. Evelyne et Hélène veulent de la viande pour le repas du soir. Peut-être des poulets. Combien ça coûte? 120 pesos. Avant, c'était combien? 120. Ça a toujours été 120. Ce sont des gens bien. Eux, au moins, ils n'essayent pas de faire monter les prix. Ceux qui n'ont plus rien, en revanche, ne peuvent compter que sur l'aide alimentaire venue du ciel. « 2,5 millions de personnes dépendent de ces hélicoptères de l'armée américaine notamment. Ils acheminent plusieurs fois par jour des vivres sur l'île de Leyte. Au sol, la population doit prendre en charge seule la répartition des rations. Et souvent, c'est au plus des brouillards. Un peu plus loin, la distribution semble mieux encadrée, les files d'attente organisées. C'est une fonctionnaire de l'État philippin qui supervise. Il y a du riz, des nouilles, des sardines et de l'eau minérale. Et il n'y en aura pas pour tout le monde. Écoutez-moi, il faut faire la queue. Courez là-bas. Vous voyez l'hélicoptère? Il y a une autre distribution. Ça fait 11 jours que le typhon a frappé. 4 millions de personnes sont sans abri. Parmi elles, peut-être les parents de Judeline. Nous avions laissé la jeune femme sur la dalle de leur maison. Nous la retrouvons aux portes du plus grand centre pour déplacer de Tacloban, l'Astrodome. Ce palais des congrès, aussi grand qu'un stade, c'était le refuge avant le passage du typhon. Des milliers de personnes y campent toujours, sans sanitaire, sans hygiène, dans une odeur pestilentielle. Dès son arrivée, c'est la première déconvenue. Aucune personne répertoriée. Je n'ai plus de nouvelles de ma famille. Je voudrais savoir s'ils sont ici. Ils viennent de San José. Quel quartier? Hall Terminal. Hall Terminal, oui. Il y en a de ce quartier. Faut faire le tour. Par ici? Merci. Et personne pour la guider dans ce dédale insalubre. Mais un peu plus loin, une affiche retient son attention. Une liste de numéros, le décompte froid et anonyme des personnes disparues ou mortes, par quartier. Ma mère habite ici, district Barangay 83. Je regarde. Non, sur cette ligne, pas disparu. Rien non plus sur la colonne des morts. J'espère qu'elle est juste repartie d'ici pour un autre endroit. Ma dernière chance, c'est d'aller voir sur son lieu de travail. Gardez espoir coûte que coûte, car elle le sait, cette liste n'a rien d'officiel. Sa maman travaille en plein centre-ville, dans un magasin de meubles. À peine traversé la rue,
la délivrance surgit en un coup d'œil. Et maman? Maman est là? Là-haut, au premier étage, sa petite sœur est à la fenêtre du magasin. Pour Judeline, ce sont les ultimes secondes d'inquiétude après 11 jours de recherche. À l'intérieur, tout a été balayé par le vent et l'eau. Mais toute la famille est bien là, réunie. Je t'ai cherché partout. Maman, je suis allée jusque chez toi. Là-bas, il n'y a que des morts. Sa mère n'a pas la force de se relever. Grippée, épuisée, à peine parvient-elle à chuchoter son périple. Avant le typhon, on est allé à l'Astrodome. Toutes les autorités nous avaient dit d'y aller. Pourquoi il y a eu autant de morts, alors qu'on vous avait dit d'aller à l'Astrodome? Beaucoup n'ont pas voulu partir. Personne ne pouvait s'attendre à des vagues aussi fortes. Tous les voisins sont morts. Heureusement, on s'est retrouvés. Aucun être cher n'a disparu. Le soulagement d'être ensemble s'exprime avec pudeur, quand tant d'autres n'ont pas eu cette chance. En fait, on n'a plus rien. On a tout perdu. On a juste sauvé nos vies. C'est le plus important. La vie est ailleurs. Il va falloir tourner le dos au chaos. Dans la famille d'Evelyne, on échafaude des plans pour l'avenir. Leandro possédait une petite entreprise de fabrication de bougies. Mais la tempête a tout emporté. Sans argent à la banque, ni travail, le jeune papa sait que son destin et celui de sa famille se dessinent ailleurs. On ne veut pas quitter Leyte pour Manille, mais la vie ici est difficile. On reviendra quand tout ira mieux. Surtout pour les enfants. Ils ont besoin de quitter cet endroit parce qu'il y a trop de dangers. J'espère que mon mari va trouver un nouveau travail, même un petit boulot, même un job dans une ferme, pour nous aider à survivre. À Manille ou ailleurs, pas facile pour ces jeunes de s'imaginer loin de leurs racines. Quel futur peut naître de ces ruines? Comment reconstruire? Ils sont nombreux aujourd'hui à douter que cela soit possible un jour.